En même temps, puisque cette année, on ne se refuse rien côté star, en même temps que François Gémen, s'il vous plaît. Je ne te présente pas à tes apprenantes et tes apprenants. Je ne te présente pas... Que je vois tout au long de l'année, partout en France. C'est assez impressionnant. Voilà. Je ne peux pas me rendre dans un endroit sans dire « Ah, j'étais apprenante. » Ouais, alors ça, c'est vrai que souvent, quand François, il m'envoie des petits messages. Même dans des endroits comme Montluçon ou Agen, c'est très impressionnant. On se voit, il me dit, il y a encore quelqu'un qui est venu me dire, je suis votre élève de Green Management School. Mais tu vois, cette et école, donc c'est très chouette de pouvoir se rencontrer parce que je leur dis chaque fois ce qui est frustrant avec le principe de la GMS, c'est que évidemment les apprenants voient le prof, mais le prof ne voit pas les apprenants, sauf dans des occasions comme celle-ci. Donc je suis ravi d'être là avec vous. Et voilà, nous on est ravis de t'avoir, François, vraiment. Alors, on a un petit peu de temps avec toi, si tu veux bien. Et puis, bon, moi, de toute façon, je sais que j'aurais pas grand-chose à dire. J'ai un dîner à 20h, donc il faut que je parte vers 10h30. Voilà. Mais vous savez qu'il est capable de le faire. Hein. On en a un autre comme ça, c'est Marc Dufumier, vous savez. Ah, Marc, c'est pire. Non, mais Marc, j'ai déjà fait des journées où il a parlé quasiment sans arrêt pendant 8 heures. Voilà. Mais en fait, vous l'écoutez parce que c'est passionnant. Il n'y a aucun moment où on s'ennuie en fait. Mais voilà. Donc Marc est plus âgé aussi, il a plus d'expérience. Ouais, on va pas faire 8 heures. On va pas faire 8 heures ensemble. Mais j'ai envie de dire, moi, il y a à peu près un mois, quand je t'ai proposé qu'on se voit aujourd'hui. Bon, je t'ai dit il y a un mois... Elle m'a dit sur quelques petits développements géopolitiques. Voilà. Et je dois dire qu'entre-temps, parce que c'était déjà compliqué il y a un mois, mais alors je vais dire qu'entre-temps, bon, j'aurais voulu que l'actualité nous serve, j'aurais pas pu faire mieux. Je pense que Donald Trump m'a donné un bon coup de main pour que tu puisses nous dire cet après-midi ce que tu penses de la situation et de ses impacts en termes environnementaux. C'est une vaste question. Je crois que la situation actuelle que vous connaissez tous amène de façon centrale les questions d'énergie et plus globalement les questions de ressources comme un enjeu central de géopolitique. C'est un mouvement qu'on avait déjà connu au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie à partir de 2022, où d'un coup, les pays européens se sont rendus compte qu'en fait, leur approvisionnement énergétique avait quand même de très très lourdes conséquences géopolitiques, et où on s'est rendu compte d'un coup que dès qu'on consommait du gaz, qui était à l'époque essentiellement russe, en réalité, on alimentait la guerre que menait Vladimir Poutine. Et donc, d'un coup, à l'hiver 2022, on a mené des politiques, il faut le dire, assez ambitieuses de sobriété énergétique, pas seulement au nom de l'écologie, mais au nom d'une certaine forme de patriotisme, parce que les centrales nucléaires étaient en maintenance, qu'on craignait le blackout et qu'il ne fallait pas financer la guerre de Vladimir Poutine. Et beaucoup de pays européens, effectivement, ont changé leur fusil d'épaule. Le changement le plus radical, c'était en Allemagne, où en 6 mois, quasiment, alors qu'ils étaient très très dépendants du gaz russe, ils ont réussi à réduire cet approvisionnement à quasiment rien. Ce qu'on a fait pour remplacer le gaz russe, c'est qu'on a largement été acheter du gaz naturel liquéfié aux États-Unis, qui a largement remplacé le gaz russe, parce qu'on s'était dit très clairement, la Russie est désormais un régime hostile, et donc nous allons nous tourner vers notre allié américain pour nous fournir des énergies fossiles. Le résultat, c'est que nous achetons aujourd'hui massivement des énergies fossiles et à la Russie à qui nous continuons d'acheter du gaz et aux États-Unis à qui nous achetons du gaz naturel liquéfié et du pétrole, puisque les États-Unis sont le premier exportateur mondial de pétrole. Et le résultat, c'est que quasiment tous les pays européens aujourd'hui restent extraordinairement dépendants des énergies fossiles. Si je prends le cas de la France, on est dépendant à 51% des énergies fossiles quand on regarde le mix énergétique français. Et si on va du côté de nos voisins, on a des situations qui sont encore pires. On est autour de 2/3 pour ce qui concerne l'Allemagne et l'Angleterre, et on est autour de 3/4 pour ce qui concerne l'Italie et l'Espagne, et je ne prends ici que les plus grands pays européens. Et on se rend compte peu à peu que finalement, notre dépendance aux énergies fossiles est à la fois un terrible talon d'Achille
d'Achille géopolitique qui empêche en quelque sorte l'Europe de peser sur la scène internationale et où effectivement, dès qu'on veut prendre telle ou telle sanction, telle ou telle mesure de rétorsion, ben on se trouve un peu coincé parce que si on n'a plus ces contrats énergétiques, ça veut dire que globalement, les industries s'arrêtent et que l'économie tourne à vide. Et surtout, on se rend compte que c'est aussi un poids énorme sur les finances publiques. Je prends l'exemple de la France, où on croit parfois naïvement, parce que le mix électrique est très décarboné, on s'imagine ne plus être dépendant des énergies fossiles, alors que l'électricité en France, hélas, ne représente qu'un tiers de la consommation énergétique. En 2024, qui est une année où on a globalement peu acheté de produits énergétiques, les centrales nucléaires tournaient à nouveau à plein régime, la France a quand même dépensé 65 milliards d'euros en produits énergétiques, donc essentiellement en gaz et en pétrole. Monsieur Lecornu, là pour le moment, est un peu embêté parce qu'il doit utiliser l'article 49.3 pour faire passer son budget, dans lequel il va devoir tailler dans toute une série de dépenses essentielles, dans l'éducation, dans la santé, dans la sécurité et aussi évidemment dans l'environnement, pour économiser 44 milliards d'euros. J'ai envie de dire, si on n'avait pas cette dépense gigantesque de 65 milliards d'euros, et aujourd'hui c'est un peu le concours Lépine, à qui va trouver 1 milliard ici, qui va trouver 1 milliard là-bas, il y a quand même cet éléphant dans la pièce, cette dépense gigantesque d'énergie fossile. Si nous pouvions faire cette économie, eh bien en réalité, M. Lecornu aurait déjà son budget depuis longtemps, et sans doute d'ailleurs ne serait-il pas Premier ministre, parce que les gouvernements précédents auraient déjà résolu l'affaire budgétaire. Pareil en Europe. En Europe, la dépense d'énergie fossile en 2024 a coûté 385 milliards d'euros. Aujourd'hui en Europe, tout le monde ne jure que par le rapport Draghi sur la compétitivité, c'est un peu le maître mot. Et la recommandation principale du rapport de Mario Draghi sur la compétitivité, c'est que l'Union européenne doit investir chaque année 750 milliards d'euros dans l'innovation, la recherche et le développement. Et tout le monde se demande, mais où va-t-on trouver ces 750 milliards d'euros ? Si on économisait déjà les 385 milliards qu'on donne aux États-Unis, à la Russie, au Qatar et dans une moindre mesure à la Norvège pour les énergies fossiles, globalement, on aurait déjà à peu près la moitié de cet argent. Et donc, le tournant géopolitique qui me paraît tout à fait important, c'est que nous avons longtemps cru, et notamment au moment où on faisait le Green Deal, qu'on allait faire ces questions de pacte vert, de transition énergétique pour le climat, pour l'environnement. Aujourd'hui, on se rend bien compte dans le débat public que ces préoccupations sont devenues un peu secondaires, mais qu'il faut néanmoins faire cette transition énergétique pour des questions de souveraineté et aussi, il faut le dire, pour des questions de compétitivité. Nous sommes tous un peu obnubilés par ce qui se passe aux États-Unis, nous sommes les yeux fixés sur la révolution technologique de l'intelligence artificielle qui est portée par la tech américaine. Il y a du côté de Pékin une autre révolution qui est en marche, à laquelle, à mon avis, nous ne prêtons pas suffisamment d'attention, c'est la révolution énergétique. C'est les investissements massifs que fait la Chine dans les énergies renouvelables. On a aujourd'hui 2/3 des investissements dans le monde sur les énergies renouvelables qui se font en Chine. Ça veut dire, pour qu'on réalise bien ce que ça veut dire, que la Chine investit 2 fois plus dans les renouvelables que l'ensemble des autres pays du monde réunis. Et ça, c'est évidemment assez stupéfiant. On ne réalise pas le rythme auquel ça va, singulièrement sur l'énergie solaire, qui était encore, il y a 5 ans, une source d'énergie relativement marginale. Je me souviens, lors de la COP28 à Dubaï en 2023, les pays se mettent d'accord pour tripler la capacité de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne d'ici 2030. Et je me dis à l'époque, en 2023, ça c'est quand même très ambitieux. En réalité, c'est le seul objectif qui va être respecté. Sur l'éolien, ça va quadrupler. Sur le solaire, ça va sextupler. Donc on va dépasser quasiment de 2 fois les objectifs. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que d'ici 2033, c'est dans pas si longtemps, c'est dans 7 ans, la première source d'électricité dans le monde, ça sera le solaire. Avant 2030, la Chine produira davantage d'électricité à partir d'énergie solaire que les États-Unis n'en consommeront, intelligence artificielle comprise. Et donc là, on a une sorte de révolution énergétique dont je crois on ne mesure pas encore ni la vitesse ni l'ampleur. Et je ne veux pas du tout ici minorer l'importance de la révolution technologique, de l'intelligence artificielle et tout ce que ça va changer et la surconsommation d'énergie que ça va entraîner.
mais tournons-nous aussi vers la révolution énergétique qui est amenée de Chine. Et effectivement, en termes de compétitivité, si nos entreprises restent coincées dans une sorte d'économie fossile, extractive, je crains que nos entreprises doivent rester à quai lorsque le train de l'économie du XXIe siècle va passer en gare de France. Et ça sera une économie qui sera beaucoup moins carbonée et bien davantage circulaire, sinon effectivement on risque d'avoir un problème sur les métaux et les ressources. Et pourtant, alors ce diagnostic, tu le fais, d'autres le font, y compris dans les milieux justement financiers et même boursiers, et dans les milieux de l'entreprise. Et pourtant, c'est le moment, on en parlait avec Claire à l'instant, que choisit l'Union européenne pour être debout, les deux pieds sur les freins en matière de transition écologique et partir en marche arrière et détricoter complètement le Green Deal. Comment comprendre ça ? Il y a une attitude absolument incompréhensible, à mon sens, et de l'Union européenne, mais aussi du gouvernement français, il faut le dire. Et l'Union européenne dépend aussi des attitudes des différents gouvernements qui la composent, qui est aujourd'hui une sorte de retournement de veste, de reculade, ou dans le meilleur des cas, d'atermoiement et d'hésitation où en fait on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire et on donne l'impression d'être une sorte de lièvre pris dans les phares d'une voiture qui arrive à vive allure la nuit et qui ne sait pas ce qu'il doit faire et qui a peur de se faire écraser par la voiture. Comme si l'Europe était en quelque sorte prise en étau entre ces deux révolutions technologiques et énergétiques qui sont quand même liées l'une à l'autre et peine à trouver sa voie. Et donc se disent, et moi c'est quelque chose qui me frappe très fort, c'est à quel point l'Union européenne a tendance à se dire peut-être qu'on en a fait trop, qu'on était trop loin. Finalement, si les États-Unis se retirent, est-ce que nous ne serions pas plus catholiques que le pape lui-même ? Et donc on sent bien cette petite musique qu'on entend beaucoup, et dans le débat public, et dans les médias, et dans le monde de l'entreprise, où certains chefs d'entreprise craignent, et c'est une crainte que je peux comprendre, d'être un peu les dindons de la farce, en disant on nous a demandé de faire ceci, de faire plein d'efforts, des bilans carbone, des comptabilités extra-financières, etc. Et finalement, à quoi est-ce que ça va servir si on revient en arrière ? Et le drame... Il voit bien la Chine. Il voit bien la Chine, mais le drame, c'est que si on n'a pas des signaux clairs qui viennent de l'Union européenne, les entreprises qui ont essayé d'être modèles, d'être un peu pionnières, de développer une comptabilité extra-financière, de réduire leur empreinte carbone, et certaines entreprises se sont sincèrement engagées dans cette voie, se disent, attendez, on est les dindons de la farce, si on est en train de détricoter la réglementation, et que, d'une certaine manière, nos concurrents, qui eux n'avaient rien fait du tout, ben finalement se retrouvent en quelque sorte récompensés pour n'avoir rien fait du tout. Je vous donne juste un exemple d'une entreprise qui est très polluante et qui est généralement considérée comme un méchant, CMA-CGM, qui est un des leaders du transport maritime. Pendant des années, on a dit on va avoir une taxe kérosène sur le fioul lourd pour le transport maritime. En octobre dernier, l'Organisation maritime internationale qui régule ces questions devait adopter cette taxe. Et donc, ce qu'a fait CMA-CGM au cours des dernières années, c'est qu'ils ont cherché à moderniser leur flotte. Et donc, ils ont investi pour des nouveaux bateaux, avec des bateaux au gaz, à propulsion nucléaire, enfin, toute une série de nouveaux carburants, parce qu'ils se disaient, si on a cette taxe sur le fioul lourd, on va être très pénalisé si on a encore une flotte qui dépend très largement du fioul lourd. Et donc, on va faire tous ces investissements. Et leurs concurrents, notamment MSC, avaient moins fait ces investissements. Et ce qui s'est passé en octobre dernier, et ça n'a pas fait la une des médias alors que c'est très important, c'est que les États-Unis et l'Arabie saoudite ont complètement bloqué cette taxe kérosène. Et du coup, quand on discute avec les gens de CMA-CGM, ils disent écoutez, maintenant on a l'impression d'être un peu le bec dans l'eau. On a fait des millions et des millions d'investissements pour avoir une flotte plus moderne qui émet moins de CO2. Si on n'a pas la taxe pour tout le monde, ben on a l'impression d'avoir fait ces investissements pour rien. Et c'est ça qui est, je dirais, dramatique pour toute une série d'investissements et de politiques de décarbonation qui avaient été faites, c'est qu'en quelque sorte, on récompense maintenant les mauvais élèves de la classe, qu'on ne donne plus de signaux clairs, et que si on ne donne plus de signaux clairs, les décisions économiques, les décisions d'investissement, évidemment, ne se prennent pas. Parce que d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on attend. Je vous donne un autre exemple d'une industrie également très, très polluante, ArcelorMittal. Vous savez que faire de l'acier, ça demande énormément d'énergie. Et donc j'étais hier avec le directeur adjoint de l'ADEME qui me racontait cette histoire assez stupéfiante. En réalité, ArcelorMittal, aujourd'hui, peut techniquement, technologiquement, produire de l'acier décarboné. Il faut le faire avec de l'hydrogène. Le problème, c'est que
c'est très très cher, qu'il faut investir énormément pour moderniser les usines, en particulier les 2 grandes aciéries de Dunkerque et de Fos-sur-Mer. Et donc l'État avait un plan de soutien à ArcelorMittal pour décarboner son acier, pour que son acier soit plus compétitif par rapport à l'acier chinois. L'ADEME était prêt à faire un chèque d'1 milliard d'euros. C'est le chèque le plus cher que l'ADEME aurait jamais signé. Et le problème, c'est qu'il y a en France tellement d'incertitudes sur les prix de l'électricité. Vous avez sûrement suivi ce débat sur est-ce qu'il faut taxer davantage ou taxer moins l'électricité, que comme ArcelorMittal n'avait aucune vision sur le prix de l'électricité qu'ils allaient payer dans 10 ans ou dans 15 ans, on n'a pas fait l'investissement. Le résultat, c'est qu'il y a 650 ouvriers d'ArcelorMittal qu'il a fallu mettre à la porte. Et donc, on se retrouve en réalité avec des entreprises qui sont pénalisées, avec des plans sociaux et des gens qui se retrouvent au chômage parce qu'un certain nombre de décisions ne sont pas prises. Et sincèrement, cet atermoiement est absolument insupportable. Le seul signal positif vient de Davos, où quand on écoute les discours des leaders européens, et notamment de Mme von der Leyen, on a quand même l'impression d'un début de réveil sur ces questions. On va voir ce qu'il en sera la semaine prochaine. On va voir ce qui se passera dès qu'on quitte les altitudes de Davos et qu'on revient à Bruxelles. Mais effectivement, ces atermoiements, à mon sens, sont à la fois, il faut le dire, dramatiques pour la transition elle-même et donc pour l'état de l'environnement, mais aussi dramatiques pour la souveraineté européenne et pour la compétitivité des industries européennes. Mais alors, tu parles de la souveraineté européenne. J'ai eu cette discussion, et on s'en est déjà aussi souvent parlé ici avec Laurence Toubiana, qui disait, mais sur la question de la transition écologique européenne, on est dans une espèce de mâchoire. C'est-à-dire que si on considère que nous, on doit sortir de notre dépendance à la Chine, qui a l'avance qu'on sait, et dont tu parlais à l'instant, et donc il nous faut absolument lancer des plans massifs de transfert et vers des énergies renouvelables, vers du solaire, de l'éolien, etc. Enfin, par parenthèse, Trump à la tribune de Davos qui dit qu'il n'y a pas une seule éolienne en Chine, c'est quand même juste hallucinant. Il paraît que les représentants chinois qui étaient dans la salle ne se sont pas gênés pour exploser de rire pendant qu'il parlait. Donc si on essaie de sortir de la dépendance qu'on a vis-à-vis de la Chine en termes d'énergie renouvelable, de lithium, etc., il nous faut engager un processus industriel de transition écologique massif en Europe. Mais à ce compte-là, on ne sera pas du tout dans les clous en termes de réduction de notre trajectoire de réduction de notre empreinte environnementale, de nos émissions carbone. Et si on veut respecter cette trajectoire, on est obligé d'en passer par la Chine et de devenir de plus en plus dépendant. C'est insoluble. Parce qu'on l'a bien voulu. Jusqu'ici, il faut reconnaître que jusqu'ici, sur la question des terres rares et des métaux critiques, personne ne se tracassait vraiment de savoir les conditions dans lesquelles ils étaient extraits. Et tout le monde était très content de laisser la Chine faire le sale boulot, tant qu'elle en envoyait à tout le monde à des prix qui étaient jugés raisonnables. On voit bien que ce n'est pas tenable, à la fois pour des raisons d'empreinte environnementale, à la fois pour des raisons de dépendance vis-à-vis de la Chine. Il ne faudrait pas que nous retrouvions dépendants vis-à-vis de la Chine, comme nous l'avons été de la Russie, puis des États-Unis. Et puis, on voit bien aussi qu'il y a un enjeu, effectivement, sur la finitude de ces ressources qui ne sont pas infinies. C'est là où je pense qu'il y a une urgence en Europe à développer davantage des stratégies d'économie circulaire. Et à mon sens, un secteur absolument stratégique qui doit absolument être soutenu maintenant, c'est le secteur des batteries électriques. C'est-à-dire que si nous ne voulons pas, effectivement, rester archi-dépendants et devoir sans cesse avoir de nouvelles cellules photovoltaïques, sur les éoliennes, c'est un peu différent parce qu'on a les composants en Europe qui permettent de les faire, il va falloir davantage stocker l'électricité, il va falloir aussi davantage recycler ces batteries électriques. C'est pour ça qu'à mon sens, le projet industriel de développer une vallée de la batterie du côté de Dunkerque est un excellent projet parce que vous avez à la fois des entreprises européennes qui vont produire des batteries et qui vont recycler ces batteries. Et là, vraiment, on a quelque chose, à mon sens, qui est absolument clé si on veut pouvoir stocker l'électricité, si on veut pouvoir recycler
les batteries, c'est un secteur industriel qu'il va absolument falloir soutenir. Le problème, comme souvent, c'est qu'on va considérer que le marché n'est pas encore tout à fait prêt, qu'il n'y a pas encore suffisamment de débouchés, et le risque, bien entendu, c'est que ces entreprises ne mettent la clé sous la porte, il y a un risque industriel réel, ou que globalement, ça en reste au stade un peu de prototype. On va les développer, on va être content d'être en avance, et puis comme il n'y a pas encore véritablement de marché, on va les laisser sur un coin de l'armoire. La même histoire est arrivée sur l'histoire de l'énergie solaire. Très clairement, l'Europe était à la pointe de l'énergie solaire il y a une trentaine d'années. Puis on a considéré que le réseau n'est pas encore prêt, ça coûte encore très cher à produire, donc l'énergie solaire n'est pas concurrentielle en termes de prix par rapport aux fossiles. On a remisé tous ces projets, et puis les Chinois se sont dit, nous on va investir massivement, et c'est ça qui va faire chuter les prix de l'énergie solaire. Et donc aujourd'hui on est dans une attitude tout à fait ambiguë vis-à-vis de la Chine et du solaire, parce que d'un côté, on se réjouit de cette production massive qui a permis de faire chuter les prix et qui fait aujourd'hui que l'énergie solaire est l'énergie la plus intéressante en termes de compétitivité, en termes de rendement. Mais d'un autre côté, on se désole d'être devenu dépendant de la Chine parce qu'aujourd'hui, tous les panneaux solaires, ou quasiment, sont produits en Chine. Autre exemple, la voiture électrique, qui est aussi effectivement un des instruments de la transition. La Renault Zoé électrique, qui est aujourd'hui considérée comme la petite voiture électrique citadine, légère, idéale, sort de l'usine de Flins en 2012. C'est-à-dire que pour que la voiture sorte de l'usine, ça veut dire qu'ils ont dû commencer quasiment 10 ans auparavant, vers 2002-2003, les designers et les ingénieurs ont commencé à réfléchir à ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? La voiture sort de l'usine en 2012 et on dit bah oui, mais le problème c'est que le pays n'est pas équipé de prises électriques. Qu'est-ce que vous voulez, une petite Renault Zoé ? C'est une petite batterie avec peu d'autonomie, donc c'est vraiment une voiture pour des urbains qui peuvent la recharger chez eux. Et donc on n'a pas un gros marché pour l'électrique. Et donc ce que les commerciaux de Renault vont dire, les ingénieurs sont tout fiers d'avoir sorti la Zoé, mais les commerciaux vont dire, les amis, c'est pas un modèle qui va se vendre beaucoup, donc on va continuer à investir sur la Mégane et sur l'espace diesel, et on va garder ce projet sympathique de Renault Zoé que tout le monde trouve sympa, on va le garder sur une étagère. Et puis arrive Tesla. Et effectivement, le coup de génie industriel d'Elon Musk, et évidemment, chacun pensera ce qu'il veut, ce qu'elle veut de ses engagements politiques ultérieurs, mais au moment où il développe Tesla, le coup de génie industriel, c'est qu'en même temps qu'il va produire les voitures, il va équiper de chargeurs électriques les pays dans lesquels il va vendre les voitures. Et donc quand vous achetez une Tesla, vous achetez non seulement la voiture, mais vous achetez en quelque sorte l'infrastructure qui permet de la recharger partout en France et partout en Europe. Et le truc est intégré dans votre ordinateur de bord, vous savez exactement où vous pouvez la charger, donc il n'y a aucun problème. Et Tesla va en réalité, et d'une certaine manière on peut remercier aussi Tesla pour ça, va permettre à d'autres voitures électriques d'utiliser également ces chargeurs, et donc c'est Tesla qui va quand même largement prendre en charge au début l'équipement de l'Europe en infrastructure de recharge. Et puis les Chinois, qui ont aussi un certain sens industriel, vont se dire, regardez, en Europe ils sont équipés de prises électriques partout, nous, on a les moyens de produire des voitures électriques beaucoup moins chères et beaucoup plus avancées technologiquement parce qu'en plus, on n'a pas de constructeurs automobiles. Donc on va demander à nos constructeurs d'électronique de produire des voitures qui vont être considérées comme des objets connectés avec 4 roues et un volant. Et moi, quand je discute avec mes collègues chinois, ils sont toujours étonnés que les voitures électriques en Europe continuent à être produites par des constructeurs automobiles plutôt que par des fabricants d'électronique. Et ils disent, c'est marrant, vous continuez. Alors que pour nous, c'est pour eux, dans leur esprit, les voitures électriques, c'est juste des objets connectés roulants. Et donc, comme ils sont archi subventionnés par le gouvernement chinois, effectivement, on a aujourd'hui un différentiel de prix qui tient notamment, il faut le dire, qui tient notamment au prix de l'électricité. Quand vous regardez les coûts de fabrication de la Renault 5 électrique, parce que là, pour le coup, Renault semble enfin avoir compris qu'il fallait produire des petites voitures citadines, plus légères, plus écologiques. Et d'un coup, paf, oh, c'est un énorme succès commercial. La Renault 5 se vend très très bien. Quelle surprise! Dans les coûts de fabrication de cette voiture, le coût de l'électricité représente le double du coût de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a un vrai problème et si les constructeurs européens sont un peu en état de panique, ce n'est pas tellement parce qu'un ouvrier chinois coûte moins cher qu'un ouvrier français, même si c'est aussi le cas. C'est surtout parce que l'électricité coûte 4 fois moins cher en Chine qu'elle ne coûte en Europe en moyenne. Elle est produite avec des énergies fossiles aussi.
Et elle est encore en Chine largement produite à partir du charbon, bien sûr. Mais la Chine a bien compris aussi que ses réserves de charbon s'amenuisaient et qu'elle ne pourrait pas compter éternellement sur le charbon, soyons clairs. Si la Chine développe les énergies renouvelables, ce n'est pas parce que d'un coup le Parti communiste chinois s'est converti à l'écologie. C'est parce que la Chine a bien compris que le 21e siècle serait le siècle de l'électricité. Oui, mais alors, à ce propos, on parle là de dépendance énergétique vis-à-vis de la Chine. Et là depuis 15 jours, avec la crise sur le Groenland, etc., la remise en cause, la défiance au sein de l'OTAN, on a beaucoup entendu parler de notre dépendance, singulièrement en France, mais en Europe en général, à notre dépendance technologique aux États-Unis, le cloud, Amazon, Netflix, etc., etc. Et est-ce qu'on ne peut pas retourner un peu l'argument et se dire qu'on est, certes, on est dépendant de la Chine sur le plan énergétique, en tout cas pour les énergies renouvelables, mais que la Chine dépend aussi énormément de ses exportations. Bien sûr. Et que les entreprises américaines qu'on cite beaucoup ces derniers temps, alors plus ou moins indispensables à nos vies quotidiennes, tout ça étant assez relatif, mais Instagram, Netflix, bon, ça on peut se dire, allez, éventuellement on pourrait s'en passer, mais Visa, Mastercard ou le cloud et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais ce sont quand même pour les systèmes de paiement. Oui, tout à fait. Mais ce sont aussi des entreprises qui ont besoin du marché européen, comme des bouchers. Alors, ce qui est absolument stupéfiant, c'est que nous sommes toujours, nous Européens, dans une sorte de complexe de faiblesse où on s'imagine archi-dépendant des autres, sans réaliser que les autres sont aussi dépendants de nous. Et que globalement, le marché européen, ça reste un marché de 500 millions de consommateurs, avec un pouvoir d'achat parmi les plus élevés au monde. Ce qui veut dire que c'est un marché extraordinairement intéressant et capital pour tout le monde, et singulièrement pour la Chine, parce que comme la Chine est dans une guerre commerciale avec les États-Unis, clairement, la Chine va pouvoir exporter beaucoup moins vers les États-Unis, et la Chine veut donc désormais exporter beaucoup plus vers l'Europe. Et on le comprend évidemment pour les entreprises chinoises. Et du coup, et c'est là que c'est tout à fait intéressant, que fait la Chine ? La Chine se dit, nous n'allons pas pouvoir exporter vers l'Europe si nos entreprises ne respectent pas un minimum de standards sanitaires, sociaux et environnementaux. Et donc, par rapport à notre législation sur le reporting extra-financier des entreprises, la fameuse CSRD, qui était ici archi-critiquée en Europe, la commission recule, les entreprises pèsent parce que c'est trop compliqué, ça leur coûte des millions d'euros en cabinet de consultance, tout le monde trouve ça illisible, et on dit « oh là là, c'est un poids sur notre compétitivité, on ne va jamais y arriver ». Que fait la Chine ? Elle fait un copier-coller de la CSRD, et elle dit à ces grandes entreprises « maintenant, vous allez appliquer aussi un reporting extra-financier ». Encore une fois, pas parce que la Chine est devenue écolo, parce que la Chine a bien compris que si elle voulait commercer avec l'Europe, ben il allait falloir aussi que ces entreprises se conforment à des standards minimums, et tant mieux, sanitaires, sociaux, environnementaux, et qu'il allait falloir que ces entreprises progressent aussi à ce niveau-là. Et c'est bien aussi pour le consommateur chinois. En Chine, ils ont des scandales sanitaires quand même très très réguliers, notamment sur leurs firmes agroalimentaires. Et donc, l'Europe parvient à en fait augmenter les standards sanitaires, sociaux et environnementaux des entreprises chinoises parce que effectivement, c'est un marché intéressant. Et moi, je me désole de voir que dans la négociation sur d'autres accords commerciaux, typiquement le Mercosur, l'Europe est toujours un peu en situation de faiblesse et s'imagine qu'elle a absolument besoin du marché sud-américain, alors que le marché sud-américain a également besoin de l'Europe. Et que donc, si l'Europe veut négocier des accords de libre-échange, il faut absolument qu'elle puisse dire on fait les accords de libre-échange, mais nous exportons nos normes sociales, environnementales et sanitaires parce qu'effectivement, vous avez besoin de nous autant que nous avons besoin de vous. Il reste néanmoins, pourquoi est-ce qu'on a une sorte de grande fragilité encore en Europe, malgré ces 500 millions de consommateurs avec un pouvoir d'achat gigantesque ? Parce qu'en réalité, nous avons 27 marchés avec des législations différentes, des fiscalités différentes et des langues différentes. Par rapport à des marchés chinois ou américains qui sont beaucoup plus unifiés. Et donc, effectivement, c'est beaucoup plus facile en termes de rentabilité. On le voit bien sur tous les produits que vous achetez. Il suffit de regarder l'emballage. Vous avez le truc traduit dans les 27 langues de l'Union européenne. Bon, on comprend bien pourquoi, mais...
Alors, est-ce qu'on peut espérer que, de la même façon que la situation totalement instable actuelle dans nos relations, notamment au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, pousse un peu plus que d'habitude, je dirais, les Européens à envisager une défense autonome, parce que ça, la question de la défense européenne, défense unifiée européenne, la sortie de la dépendance par rapport au bouclier américain, protecteur américain. Écoutez, moi j'étais journaliste grosso modo entre 1990 et 2017. Il n'y a pas une de ces années-là, et donc certains d'entre vous n'étaient pas nés, il n'y a pas une de ces années-là qui est pendant laquelle je n'ai pas eu à traiter le sujet de la défense européenne, etc. Donc ça fait quand même, moi je peux en témoigner, au moins 30 ans qu'on en parle et qu'on ne l'a toujours pas fait. Mais là, il semble que la situation soit devenue tellement tendue qu'enfin on en parle. Est-ce qu'on peut imaginer que la question d'une fiscalité européenne et d'une politique commerciale européenne un peu plus unifiée se pose dans le contexte? En tout cas, il y a beaucoup de voix qui poussent pour ça. Pour une stratégie commerciale unifiée, pour une stratégie industrielle unifiée, pour une politique de transport unifiée, notamment sur le train, et pour une politique de défense unifiée. On voit fleurir un peu partout des tribunes, des associations de fédéralisme européen, et clairement, c'est aujourd'hui, quelque part, des voix qui ont le vent en poupe. Mais à l'inverse, y compris en France et dans la plupart des pays européens, vous avez également aussi des pays très nationalistes qui ont le vent en poupe, et ce ne sont pas tous des partis d'extrême droite. Vous avez aussi des partis nationalistes qui sont simplement dans la droite réactionnaire et qui sont encore très puissants, notamment au Parlement européen, et qui ne voudront pas donner davantage de pouvoir à la Commission européenne. À mon sens, pour qu'on aille dans ce sens-là, il va falloir passer aussi par une réforme institutionnelle, et il faut le dire, par l'élection d'un président ou une présidente européenne au suffrage universel, à mon avis, qui désigne effectivement une sorte de gouvernement européen qui reçoive la confiance du Parlement européen. Ça ne nécessiterait pas des bouleversements institutionnels, mais je pense que si le président ou la présidente était élu au suffrage universel des Européens, il ou elle aurait beaucoup plus de légitimité, beaucoup plus de pouvoir. Mais il y a quand même certaines lignes qui sont en train de bouger. Sur la défense, d'abord, on a vu au Groenland quelques dizaines de militaires européens mobilisés dans ce qui est une des rares, toutes premières opérations militaires communes européennes, il faut quand même le souligner. Alors, c'est juste une mission de reconnaissance. Oui, mais ça a porté ses fruits. Mais symboliquement, ça a porté ses fruits. Voilà. C'est un énorme succès. Beaucoup se sont moqués du fait qu'il n'y avait que 15 soldats français, etc. Mais ce peu de soldats-là, c'est-à-dire soit on en envoyait 200 000, mais ça en réalité, le truc son était effet. Très bien pensé, stratégiquement bien pensé. Et ça a parfaitement, sincèrement, grâce à cette opération, on est peut-être passé à côté d'une guerre. Et je pense que c'est quand même pas rien, et c'est quand même un succès européen majeur. Mais là, encore une fois, on a tendance à ne pas vouloir le reconnaître. On a toujours tendance un peu à se flageller quand même. En Europe et singulièrement Alors qu'en termes de retour sur investissement, pour un coût minimal de quelques soldats qu'on a envoyés une semaine au Groenland, on est quand même passé à côté d'une guerre. Je trouve qu'en termes de retour sur investissement, c'est pas si mal comme opération. Alors je disais tout à l'heure avec Claire que l'année 2026 commence sur les chapeaux de roue et tient déjà ses promesses et au-delà. Bon, c'est pour la boutade, mais dans la réalité, évidemment, sur l'impact en termes l'impact environnemental, l'impact en termes de recul de la cause climatique et de recul des trajectoires à peu près vertueuses sur lesquelles on s'était engagé est énorme. Bon, je ne vais pas te demander de lire dans une boule de cristal, mais de ce qui se produit depuis le retour de Donald Trump au pouvoir il y a un an, sachant que Vladimir Poutine est là également et que Xi Jinping boit du petit lait, à quoi faut-il s'attendre pour les mois qui viennent ? Je pense que les États-Unis vont continuer dans cette ligne et malheureusement, je crains bien au-delà de Donald Trump. Voilà. Donald Trump est un vieux monsieur qui tient des propos désormais assez incohérents et sur la santé mentale duquel on peut légitimement s'interroger. Mais en réalité, il faut bien être conscient que derrière Donald Trump, il y a tout un appareil libertarien de la tech, des Peter Thiel, etc., qui en réalité vont placer leurs pions. Et même si Donald Trump donne l'impression d'être tout-puissant, il est en réalité très faible par rapport à ces géants de la tech.
Et donc la question de la souveraineté numérique européenne, dont on commence à parler un petit peu maintenant, est absolument centrale. Aujourd'hui, on a à peu près toutes nos données, tous nos moyens de paiement qui dépendent des États-Unis. Et donc je pense que les États-Unis vont continuer à s'enferrer dans cette voie impérialiste, et je ne vois pas, à part des Zoran Mamdani et quelques autres, je ne vois pas vraiment de sursaut majeur d'un point de vue démocrate, en tout cas pas au niveau national. Et surtout, je crains sincèrement la possibilité qu'il n'y ait plus d'élections du tout aux États-Unis, ou que les élections deviennent truquées, et que donc, même si les démocrates parvenaient à trouver une sorte de nouveau logiciel gagnant, à mettre en avant des candidats qui séduisent l'électorat américain, je ne suis même pas sûr qu'ils auraient la possibilité de se présenter à des élections, voire même s'ils les gagnaient, de siéger. On est même à peu près sûr du contraire, parce que Donald Trump continue de prétendre qu'il a gagné les élections en 2020, et on peut imaginer que si les élections de midterms lui sont défavorables, il en contesterait le résultat. D'ailleurs, pendant sa campagne, il a lui-même dit, en meeting publiquement, mais votez en 2024, votez pour moi, et ce sera la dernière fois où vous aurez à vous soucier de cela. Votez encore une fois, puis après ce sera fini, vous n'aurez plus jamais à voter. Donc on ne peut pas l'accuser d'avancer masqué. Et donc ce qu'ils vont continuer à faire, je pense, c'est continuer à mettre la main sur un maximum de ressources naturelles. Quitte à ce que ces ressources ne soient pas exploitables dans l'immédiat, c'est le cas du pétrole au Venezuela, c'est le cas de certaines mines au Groenland, c'est le cas des terres rares en Ukraine, et potentiellement, il faudra se rappeler aussi que la principale richesse de la Russie se trouve dans son sol et dans son sous-sol. Et donc, il va y avoir une logique, effectivement, de sécurisation des ressources pour les faire tomber dans l'escarcelle américaine, quitte à ne pas les exploiter immédiatement, en tout cas pour s'assurer que d'autres ne mettent pas la main dessus. Et d'une certaine manière, presque dire, Trump est une sorte d'écologiste qui s'ignore, qui a parfaitement compris la finitude des ressources de la planète, qui a compris qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde, et que donc il fallait être le plus fort pour mettre la main dessus. C'est là où je pense que d'un point de vue européen, il faut absolument développer une économie qui soit davantage circulaire, et cette question de l'économie circulaire me paraît absolument centrale. On se tracasse beaucoup de la question de la décarbonation, qui est évidemment centrale, mais la question de la circularité de l'économie me paraît absolument centrale si on veut réduire notre dépendance aux ressources. Et ça implique aussi, et c'était le thème d'une tribune que j'ai faite dans les Échos, il y a 2 jours, ça implique d'avoir une conception différente de la souveraineté. C'est-à-dire de passer une conception de la souveraineté qui était très 19e ou 20e siècle, c'est-à-dire qui reposait largement sur les ressources que vous aviez dans votre sous-sol, c'est-à-dire des ressources qui étaient circonscrites par vos frontières, dont vous pouviez définir les quantités et donc la valeur, pour aller vers des ressources énergétiques qui soient littéralement hors sol, qui soient les ressources évidemment des énergies renouvelables, dans une moindre mesure de l'énergie nucléaire. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'énergie nucléaire a un statut un peu hybride, parce qu'elle est à la fois dans le sol et hors du sol, et que c'est véritablement en sortant de cette conception fossile, au sens littéral du terme, de la souveraineté, que l'Europe parviendra à développer une véritable souveraineté qui la rende moins dépendante des ressources, dont une partie vont être accaparées par les États-Unis, dont une autre partie vont être accaparées par la Chine, dont nous n'avons pas beaucoup en Europe et qui sont de toute façon finies. Et donc, notre capacité à nous, quelque part, à nous détacher des ressources fossiles me paraît absolument centrale pour les 10, 20, 30 prochaines années. On va déjà applaudir François Gemenne. Et on a le temps pour quelques questions. J'imagine qu'il y en a. Alors, je vais là aussi vous demander de vous rapprocher. Je vais me mettre en porte-micro ici. Monsieur, voilà, venez 3-4 là qui avaient des questions à poser. Et puis, je dois dire que Madame qui arrive était la première à lever la main. Donc, ça va être vous. Venez. Puis, c'est une femme qui va commencer. Ce sera bien aussi. Alors, c'est à vous. Oui, merci Monsieur Gemenne déjà pour votre cours, parce que c'était franchement un des cours majeurs qui nous ont non seulement passionnés, mais frappés.
Moi, je voudrais revenir sur l'exemple du Groenland, Oui. parce que je trouve la situation complexe. Je pense que les États-Unis sont en train de négocier des bases militaires, comme ça a été fait lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est le point d'entrée. Bon, on pense à Tulé, on pense à toutes ces bases-là, sont des points d'entrée qui risquent de dégénérer. Et je ne vois pas comment le peuple groenlandais soit consulté à ce niveau-là. Et entre le Danemark et son héritage, donc, et son indépendance que l'on pourrait souhaiter, comment tout ça va évoluer. Voilà. Ayant voyagé là-bas, pas jusqu'à Nuuk, mais enfin dans le sud du Groenland, je me rends compte quand même, hein, bien sûr, des ressources dont vous parlez, Oui. qui sont pour l'instant encore cachées, mais vraisemblablement présentes. Et quid donc d'un État, ou en tout cas d'un contrôle international. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je partage aussi cette inquiétude sur la question des bases militaires. On voit bien qu'ils essayent de s'en sortir comme ça en négociant des bases militaires. Et encore une fois, sincèrement, je ne voudrais pas être à leur place. Et c'est toujours facile de dire « Ah là là, si j'étais Mark Rutte, je ferais comme ceci, etc. » C'est quand même un problème très très complexe. Mais effectivement, il y a un vrai risque. Effectivement, on avance comme ceci, des pions. Et j'ai envie de vous dire, ce qui est encore plus inquiétant, c'est une autre base militaire qui s'appelle Diego Garcia, au large de Maurice, dans l'océan Indien. Pendant que nous avions les yeux rivés sur le Groenland, en réalité, il y a des tractations entre Maurice, le Royaume-Uni et les États-Unis sur cette base militaire Diego Garcia qui se trouve dans l'archipel des Chagos. Alors, c'est un des scandales absolus, enfin, parmi les dizaines et dizaines de scandales absolus. Il y a quelques dizaines d'années maintenant, j'ai plus l'année exacte, mais c'est dans les années 50 ou 60, en réalité, les habitants des Chagos, les Chagossiens, ont été carrément complètement expropriés pour faire place à une base militaire anglo-américaine. Et ça faisait des années que Maurice réclamait que les Chagos leur soient restitués. Ils avaient finalement trouvé un accord avec le Royaume-Uni l'an dernier. En gros, le Royaume-Uni restituait les Chagos à Maurice. Les Chagossiens pouvaient revenir sur leur terre natale et le Royaume-Uni pouvait continuer à exploiter la base militaire pendant 99 ans avec un bail amphithéotique. Aujourd'hui, au même moment que Donald Trump veut des bases au Groenland, l'administration américaine remet en cause cet accord et dit pas question que les Chagos soient retournés à Maurice. On veut rester et ça nous appartient. Et donc, très clairement, potentiellement, les Chagos, c'est le nouveau Groenland la semaine prochaine. Et donc, effectivement, ça s'inscrit dans une stratégie de placer des pions de bases militaires, etc. Et c'est là où, sincèrement, je n'ai pas peur de le dire, une réaction européenne, à mon avis, ça doit être d'imposer la fermeture des bases militaires américaines sur le continent européen. Il y a quand même quelque chose d'absurde à l'idée. Moi qui suis né en Belgique, nous stockons en Belgique des bombes nucléaires américaines. Et c'est le cas de plusieurs autres pays européens où il y a des bombes nucléaires américaines qui sont stationnées sur des bases OTAN dans plusieurs pays européens. Messieurs, c'est qui... Kleinbrogel, le nom de la base militaire en Belgique, si ça vous intéresse. Bonjour. Moi, je me posais la question sur le discours du Premier ministre canadien, sur les réactions que ça allait porter à Davos. Voilà. Ouais. Merci. Alors, j'ai comme tout le monde regardé le discours de McCartney et effectivement, tout le monde est sous le charme de ce discours parce qu'il l'a écrit lui-même. C'est sans doute un des rares discours politiques qui a été écrit directement de la main de la personne qui le prononce. Et effectivement, ben oui, ça se sent dans la manière dont vous prononcez le discours. Ça fait une grosse différence selon que vous avez écrit ou non votre discours. Ce que dit Carney est au fond très juste, mais sincèrement, il n'y a pas de surprise générale. C'est ce que la plupart des analystes et des gens qui s'intéressent au sujet avaient dit depuis maintenant plusieurs années. C'est-à-dire que l'ordre international, tel qu'il a été conçu post-Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui ne fonctionne plus et que c'est une sorte de mythe qu'on affichait de la même manière qu'il rappelait Václav Havel et les pancartes qui étaient affichées par les commerçants en Tchéquie
Et ils savaient bien que dès l'instant où ils retiraient la pancarte de leur vitrine, le mythe s'effondrait. On est effectivement dans ce moment de rupture. Et effectivement, si Carney fait tellement l'unanimité à Davos, c'est parce que c'est un des premiers responsables politiques majeurs à le dire de façon aussi claire et aussi franche avec ses propres mots. Oui, mais c'est un des premiers responsables politiques majeurs, mais c'est aussi un des plus proches alliés, des voisins des États-Unis. Donc c'est pas rien. Bien sûr, c'était. Ce qui est stupéfiant, c'est de réaliser que l'armée canadienne aujourd'hui développe des scénarios prospectifs. Vous savez, toutes les armées font des scénarios prospectifs pour envisager toutes les situations. Et le dernier scénario sur lequel ils ont planché, c'est celui d'une invasion américaine du Canada. Et ils ont conclu qu'ils ne résisteraient pas 48 heures, globalement. Bon, mais c'est assez intéressant de voir que Atwood, quand on sonde la population canadienne, vous avez aujourd'hui une majorité des Canadiens qui souhaitent le rattachement à l'Union européenne. C'est-à-dire, pouvait-on imaginer que 56% des Canadiens se déclarent favorables à ce que le Canada devienne un pays européen? On espère que les Britanniques sont au courant, qui ont voté pour le Brexit. 35% ils restent opposés. Et qui le regrettent, qui ont voté pour le Brexit et qui le regrettent. Mais moi, je suis absolument certain que la Grande-Bretagne va revenir dans l'Union européenne d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est l'affaire de 5-10 ans maximum. Parmi vous. Bonjour Monsieur Gémen, merci déjà pour votre cours, comme pour mes camarades, et votre disponibilité. Je vous avais écrit une fois sur LinkedIn et vous m'aviez répondu dans la soirée, je crois. Et... Non, ça c'est pas possible, ça. si, et... J'avais dit à ma femme, regarde. Non, vous êtes bien tombé, hein. C'était une question sur l'ONU et c'était incroyable. Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Bon, on n'est plus trop étonné, mais l'illogisme et des fois des politiques et même des Européens, il y a quelque chose pour moi qui symbolise vraiment ça. C'est donc il y a cette crise au Danemark qui est sous-jacente, mais ça fait déjà quelques années, enfin en tout cas un an, et on a quand même le Danemark qui a acheté des avions de chasse américains l'année dernière. En sachant la menace, et en plus j'ai appris que ces avions de chasse étaient contrôlés par des codes qu'il fallait qu'ils demandent aux Américains. Donc ça se trouve, si les Américains envahissent le Danemark, enfin le Groenland, ça se trouve ils vont pas envoyer les codes aux chasseurs du Danemark, comme ça ils pourront être cloués au sol. Donc comme ça c'est pratique. Mais ce qui est pratique, c'est des fois on doit dépendre des États-Unis ou de la Chine pour certaines ressources fossiles, etc. Mais il y a cet illogisme pour beaucoup de choses. Et donc là, l'armement, par exemple, les avions de chasse, on a quand même le Rafale, si on part en français, ou le Typhon, qui est nos amis anglais. C'est pourquoi on a cette idéologie absolue des Américains pour tout, et vous l'avez très bien déterminé avec tout. Pourquoi on a une auto-flagellation à ce point-là au niveau européen, alors qu'on est quand même, on pèse normalement, quoi. C'est ça qui est stupéfiant avec le Danemark, c'est que de tous les pays européens, c'était sincèrement le pays le plus atlantiste. Les Danois ont toujours fait exactement tout ce que les Américains voulaient en termes de bases militaires au Groenland, en termes d'achat de matériel militaire américain, en termes de soutien à certaines opérations militaires extérieures, y compris des opérations qui ont divisé l'Union européenne, notamment au moment de la Seconde Guerre du Golfe, etc., etc. Et quelque part, ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont un peu les noms de la farce. Les Danois ne sont pas les seuls. Les Néerlandais, les Belges ont également acheté des F-35. C'est le cas de beaucoup de pays européens. Et c'est un des vrais problèmes en matière de défense européenne. Alors on pensera ce qu'on veut ou pas d'une armée européenne, mais il me semble que quand même un premier pas logique, ça serait que les équipements des différentes armées européennes soient compatibles entre eux. Et effectivement, on peut se dire sur effectivement Netflix ou Amazon, bon, ce sont des dépendances de divertissement, donc moins graves, encore que. Mais effectivement, sur les questions stratégiques de défense, il n'y a aucune réflexion européenne là-dessus, alors que sur les avions de chasse, il y a des alternatives et que, comme vous l'avez dit, les F-35 dépendent aussi d'un logiciel du fabricant, donc Lockheed Martin, et surtout tout ce qui concerne la maintenance, la réparation des appareils, et évidemment, quand vous achetez un avion F-35, vous achetez avec tout ça 20 ans de maintenance, d'entretien, de réparation, de pièces de rechange, etc. Et donc, en réalité, on se condamne pour très, très longtemps. Et là, beaucoup d'États, beaucoup de pays disent « Oh là là, c'est trop tard pour faire marche arrière ». La Belgique, potentiellement, va peut-être demain acheter 11 F-35 supplémentaires.
Et vous allez me dire pourquoi? Parce que dépendance de sentier, parce qu'on en a déjà acheté 20, et que donc si on a 2 avions différents, ça va être compliqué pour la formation des pilotes, pour la maintenance, etc. Et on a cette sorte de dépendance de sentier qui est très très forte et qui est malheureusement librement choisie. Oui, vous avez beaucoup parlé de l'économie circulaire comme stratégie pour l'Europe, mais qu'en est-il de la sobriété ? Parce que si Trump a finalement très bien compris de l'enjeu des matières premières, et donc lui, sa stratégie, c'est d'être de manière impérialiste les premiers dessus, comment est-ce que ça va suffire, la circularité ? On n'a pas encore les filières en place pour l'Europe. Et est-ce qu'il ne faut pas la sobriété et là, comment en parler dans un contexte où on est dans une Union européenne de plus en plus à droite, à l'extrême droite, avec un discours qui fustige l'écologie et donc les efforts le terme de sobriété, j'imagine que c'est pas. Donc comment en parler, comment l'amener ? C'est évidemment un concept important. Il faut d'abord en termes de communication, il faut être conscient que c'est un terme qui n'existe que dans l'espace francophone. C'est-à-dire que moi, quand j'en parle avec mes collègues allemands, britanniques ou italiens, quand je leur parle de sobriété, ils pensent que je parle d'efficacité énergétique. Et je dis, c'est pas la même chose. On a besoin aussi d'une plus grande efficacité énergétique, mais c'est pas la même chose. Et donc, en fait, même le concept leur est inconnu. Et la traduction anglaise de sobriété, sufficiency, est un terme qui, en fait, est quasiment jamais utilisé dans la littérature anglo-saxonne et donc globalement dans la littérature académique. Et donc ce débat sur la sobriété, il faut d'abord réaliser qu'il y a un énorme enjeu à essayer de le projeter au niveau européen et plein de collègues, y compris des collègues du GIEC, donc des gens qui sont quand même sensibles à ces enjeux, le concept leur est tout simplement inconnu. Et ils pensent qu'on parle, de bonne foi, ils pensent qu'on parle d'efficacité énergétique. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le concept a pu être introduit dans le rapport du GIEC, c'est que plein de gouvernements et la plupart des auteurs pensaient qu'on parlait d'efficacité énergétique et n'ont pas compris le concept. Il va falloir évidemment développer des politiques de sobriété sur plein d'aspects. Je pense notamment au logement sur la question des passoires énergétiques, je pense au gaspillage alimentaire, je pense à la fast fashion, je pense à une série de déplacements. Aujourd'hui, 52% des déplacements de moins de 2 km en France sont encore effectués en voiture, ce qui est quand même un peu une aberration. Et donc, il va y avoir une nécessité de sobriété sur tout cela. Il y a une double difficulté, à mon sens. C'est, comment faire en sorte que cette sobriété puisse être perçue comme un projet plutôt que comme une contrainte. Là où la France était la plus forte en matière de sobriété énergétique, c'était au début de la guerre contre l'Ukraine, parce qu'on craignait le blackout, parce que les centrales nucléaires étaient en maintenance, et parce qu'on ne voulait pas donner de l'argent à Vladimir Poutine. Et là, on a fait moins 12% de consommation énergétique. C'est assez remarquable qu'on y soit arrivé sur un an. Mais le problème, c'est que les gens ont tout de suite relâché l'effort quand les centrales nucléaires ont été remises à niveau, parce qu'on n'a pas réussi à faire de la sobriété un véritable projet. Et c'est là où je trouve que parfois certaines communications gouvernementales, on se souvient des ministres qui arrivaient avec des pulls à col roulé en disant on va baisser le chauffage chez soi, effectivement ça donnait l'impression d'une sorte d'effort de guerre qu'il fallait réaliser, on en appelait au patriotisme de chacun, il ne fallait pas qu'il y ait un blackout, etc. Mais on n'en a pas fait véritablement un véritable projet dans la durée. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est, je crois, de ne pas fantasmer sur les gains que nous permettrait la sobriété. Parce qu'en même temps qu'on va avoir besoin de davantage de sobriété sur toute une série de secteurs, j'en ai mentionné quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres, on va avoir des besoins de consommation d'énergie qui vont aller croissant du fait de l'intelligence artificielle en premier lieu, et au niveau mondial, du fait du développement des pays du Sud, qui vont devoir avoir besoin de fournir de plus en plus d'énergie à leur population, qui vont devenir de plus en plus riches, et c'est évidemment un bienfait pour ces populations et je pense pour l'humanité en général, mais ça veut dire des besoins d'énergie qui vont être accrus. La question, à mon sens, qui est fondamentale de se poser, c'est de quelle énergie allons-nous avoir besoin ? Et c'est là où il y a la question de l'électrification, qui va être un élément central de la transition, mais qui va aussi nécessiter effectivement qu'on produise davantage d'électricité. Alors certes, c'est moins de gaz, moins de pétrole et moins de charbon, mais ça sera aussi davantage d'électricité.
Et donc, j'ai envie de dire que pour éviter qu'effectivement la consommation n'explose tous les tableaux, on va avoir besoin de compenser par de la sobriété dans beaucoup d'autres endroits. Et on va absolument avoir besoin de la sobriété. Mais je crains parfois que le débat en France ne soit orienté comme si la sobriété était la recette miracle qui allait tout résoudre. Et je dis parfois, c'est comme la capture du carbone. On risque d'avoir besoin de faire un tout petit peu de capture de carbone sur certains secteurs industriels et sur les 2 ou 3% restants, effectivement, on risque d'avoir besoin de faire de la capture du carbone. Mais je pense que c'est un fantasme total des technosolutionnistes qui pensent qu'on va tout résoudre en capturant le carbone et qu'on va pouvoir continuer comme avant juste en capturant le carbone. De la même manière que je pense que c'est un fantasme complet que d'imaginer qu'on va tout résoudre avec la sobriété. On va avoir besoin d'absolument toutes les solutions, et l'erreur terrible que nous commettrions, je crois, ça serait de les opposer les unes aux autres. Et d'opposer, par exemple, la question de la sobriété à la question du progrès technologique. On va en réalité avoir besoin des deux, mais il y a une manie sempiternelle française qui consiste à opposer les solutions les unes aux autres, et je pense qu'il participe beaucoup de la polarisation générale de la société. Mais c'est pas que français. Hein. C'est particulièrement français. C'est la French touch. On va prendre encore 2 questions. Oui, ben voilà. Alors on commence par. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir une Europe unie et d'arriver à faire tout ce que vous aimeriez qu'on arrive à faire et à s'opposer aux États-Unis, mais même à être unis et fort quand on voit tous les divergences qu'on a au sein des différents États? Je pense à Orban ou à Meloni, Orban qui a priori va rejoindre ce super conseil de la paix de Trump aux milliards à l'entrée. Comment c'est possible? Est-ce qu'on peut y arriver vraiment? Sincèrement, je pense il y a évidemment des différences importantes, y compris des différences politiques et entre États européens. Je pense sincèrement que les différences entre États américains sont encore plus fortes que les différences entre États européens. Vous avez dans certains États américains, la peine de mort qui est pratiquée, l'avortement qui est interdit. C'est-à-dire que sur des sujets fondamentaux qui tiennent aux libertés fondamentales, à des questions d'éthique fondamentale, vous avez des énormes différences entre les 50 États américains. Sur les 27 États européens, on a des différences de taux de TVA, on a des différences de réglementation. Oui, en droit LGBTQIA+, on a des différences quand même fortes. Ce que je veux dire, c'est que sur des sujets comme la peine de mort ou des sujets absolument fondamentaux, on a quand même, et c'est d'ailleurs une condition pour rentrer dans l'Union européenne, et donc je veux croire malgré tout que les différences réelles entre États européens ne soient pas insurmontables si les États-Unis peuvent être un régime fédéral avec des différences majeures entre États américains. Dernière question. Merci. Quelle est votre évolution sur votre manière de travailler dans la transition écologique aujourd'hui? Ma manière personnellement de travailler? Oui. Oh, c'est Merci. C'est une vaste question. Alors, je vais juste compléter peut-être. Pendant des années, on s'est dit, en tant que militants de la cause et des causes qui nous rassemblent, que... Et d'ailleurs, c'est toi que j'avais entendu dire, je ne sais plus quand, il y a peut-être une vingtaine d'années, quand on s'est connus, tu te donnais une conférence à Sciences Po et tu disais, c'est quand même très compliqué et ça demande ça demande beaucoup de grandeur d'âme et une grande gymnastique intellectuelle de se soucier, quand on parle des effets du réchauffement climatique, de ce qui se passe quand même assez loin de nous géographiquement et pour dans longtemps. Puisque c'était il y a 20 ans, c'était vraiment comme ça que le problème était posé. Ça concernait essentiellement, à l'époque, des pays du sud, très sud, et puis bon, c'était dans 150 ans, à la fin du siècle, etc. Et on s'est dit, depuis 20 ans, depuis 30 ans, je ne sais pas, peut-être depuis la création du GIEC, mais bon, quand les gens seront confrontés aux problèmes eux-mêmes, et quand l'hémisphère nord sera touché aussi, là, les choses vont changer, les vagues de chaleur, les sécheresses inhabituelles, les conséquences sur l'alimentation, etc., etc. Les gens vont, les inondations, ils vont se rendre compte de la gravité du problème et là, il y aura une prise de conscience. Et ce dont on se rend compte, c'est que depuis, on va dire, moins d'une dizaine d'années, et singulièrement 2018,
où vraiment les impacts environnementaux dans notre quotidien, y compris dans l'hémisphère nord du réchauffement climatique, se font ressentir de façon très visible et très brutale, il y a quand même plutôt la sensation d'un enfermement dans le déni et d'une crispation dans ce déni. Et alors comment, dans ce contexte-là, on continue à mener les combats que tu mènes et à travailler? Je dirais que je suis peut-être sorti d'un état de naïveté, en quelque sorte, qui, effectivement, m'avait fait croire, penser, qu'une fois que les gens seraient confrontés directement aux impacts, qu'une fois que tout le monde serait informé, conscient de la situation, globalement, tout le monde se rangerait en rang serré derrière la bannière de l'écologie et que nous allions globalement activer la transition, réformer le capitalisme, etc. Et donc, j'avais une certaine forme d'éthique de conviction sur ce sujet qui visait à atteindre, je dirais, atteindre le but d'un monde idéal. Et beaucoup de mes collègues aujourd'hui considèrent encore, et c'est un des points de désaccord et même parfois de dispute avec certains d'entre eux, considèrent que pour que tout le monde se mette en route, il faut davantage informer, qu'il faut davantage parler de climat dans les médias. Vous avez des associations comme Quota Climat qui militent pour qu'on en parle davantage, etc. etc. Je pense que c'est naïf. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout confronté à un défaut d'information ou même à un défaut de traitement du sujet dans les médias. C'est en France qu'on parle le plus du climat dans les médias, même si on peut contester la manière dont on en parle parfois. Et ni même un défaut de ressenti. Ni un défaut de ressenti. On est confronté aux impacts du changement climatique. Et surtout, moi, un élément central, c'était de réaliser que le fait d'être ouvertement dans le déni de la science, d'être ouvertement climato-sceptique, n'était pas du tout un argument rédhibitoire pour les électeurs au moment de voter. Et qu'ils élisaient encore très régulièrement des leaders qui ouvertement remettaient en question la science elle-même. Et donc, effectivement, je suis passé de ce qu'on appelle une éthique de conviction à une sorte d'éthique de responsabilité, en me disant, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on parle beaucoup de transition et de géopolitique, au départ, mon métier de chercheur, c'est de documenter les impacts du changement climatique sur les populations, les personnes qui sont déplacées par les impacts du changement climatique, les conflits qui sont liés aux impacts du changement climatique. Et je me suis vu l'urgence du problème. Nous n'avons plus trop le loisir d'imaginer une sorte de monde idéal. Et l'enjeu, c'est effectivement d'essayer de faire baisser les émissions le plus rapidement possible, par tous les moyens possibles. Et donc, j'ai quitté une sorte de position qui, il faut le dire, quand vous êtes scientifique, est assez confortable. C'est celle du lanceur d'alerte, un peu au-dessus de la mêlée, qui, depuis sa tour, va crier et alerter la population pour essayer de travailler avec les gouvernements, les municipalités et les entreprises pour voir comment on allait faire baisser les émissions concrètement. Et j'ai presque, d'une certaine manière, j'ai considéré que j'ai admis le fait qu'on allait rester dans une sorte de monde imparfait, qu'on allait devoir travailler avec des gros pollueurs pour voir comment ils pouvaient réduire un peu leurs émissions, tout en restant malgré tout très polluants, mais que chaque tonne de gaz à effet de serre qui était épargnée, c'était ça de gagner pour ceux qui souffraient aujourd'hui des impacts du changement climatique. Sincèrement, c'est une position beaucoup moins confortable, parce que dès lors que vous êtes là pour lancer l'alerte et pour poser le diagnostic, tout le monde est d'accord et tout le monde dit super. Dès l'instant où vous vous mouillez un peu pour les solutions, on vous dit il faut faire ça, voilà avec qui on va travailler, etc., là, tout de suite, vous allez avoir des gens qui vont dire non, mais il faut renverser le capitalisme, non, il faut la décroissance, non, il faut ceci, non, il faut cela. Et chacun va avoir sa vision différente de la solution et du monde idéal, et vraiment, je n'en juge aucune. Mais le problème, c'est que tout le temps qu'on perd à discuter du monde idéal et de cette sorte d'éthique de conviction et de comment arriver à ce monde idéal, c'est du temps qu'on perd et où les gaz à effet de serre continuent à s'accumuler dans l'atmosphère. Donc je suis passé plutôt d'une logique vraiment orientée vers les solutions et j'ai quitté en quelque sorte la posture de lanceur d'alerte parce que je pense aujourd'hui que ça ne sert plus à rien. Bon, et on va pas finir sur ça. Non, mais je dis juste qu'on est passé à un stade différent dans l'opinion. Aujourd'hui, les gens sont conscients. On n'agit pas par défaut d'information ou par défaut d'expérience. On agit parce qu'on estime que ça va coûter trop cher, qu'on n'y a pas intérêt, que les compétiteurs ne font pas pareil, etc. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il est naïf ou cynique d'imaginer que l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui a un impact environnemental désastreux, majeur, documenté, et
qui finalement, cet impact environnemental est un argument pour essayer de parler de sobriété en termes d'usage de l'IA. Mais est-ce que c'est naïf ou cynique de se dire qu'à un moment, de même que quand les ordinateurs individuels sont arrivés dans les années 70 et 80, il fallait l'équivalent de cette pièce en calculateur pour sortir sur une imprimante 3 lignes de calcul, alors qu'aujourd'hui on a dans nos poches des ordinateurs 1000 fois plus puissants. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment l'usage de l'IA va devenir sobre écologiquement parce qu'il y aura une rationalisation du progrès, etc. Et que finalement on n'aura même pas cet argument-là pour inciter à un peu de sobriété? Indéniablement, je pense qu'effectivement, on va avoir des gains d'efficacité énergétique sur l'intelligence artificielle, et c'était le cas de toutes les technologies. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas sur l'intelligence artificielle. Par contre, je pense que ça va tellement se développer qu'effectivement, on va avoir une sorte de développement tel que les gains d'efficacité sur chaque unité d'intelligence artificielle vont être effacés par la dispersion de plus en plus grande des questions d'intelligence artificielle. C'est là où il va falloir se poser vraiment la question de savoir où on va situer les serveurs, les data centers, etc. Et à mon avis, on a intérêt à les situer dans les pays dont le mix électrique est le plus décarboné possible. Et donc, idéalement, d'un point de vue climatique, toute l'intelligence artificielle, elle devrait avoir lieu en France ou dans un pays comparable où l'électricité est abondante et décarbonée. Et ce qui risque effectivement de faire exploser les émissions de gaz à effet de serre, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle se développe aux États-Unis, dans un pays où le mix électrique n'est pas du tout décarboné et où il est même de moins en moins décarboné. Les États-Unis sont en train de relancer le charbon. Qui aurait cru qu'on relance le charbon, une énergie du 19e siècle? Et donc ça, c'est quelque chose qui est inquiétant. Par contre, sur d'autres technologies, notamment sur les batteries électriques, là, on va voir effectivement des gains d'efficacité énergétique qu'on voit tout de suite. On prend la batterie de la Renault Zoé de 2012, c'était une grosse batterie qui devait avoir 30 ou 40 km d'autonomie. Aujourd'hui, on commence à avoir des batteries qui font 500, 600 km d'autonomie. Avant, c'était des grosses batteries où il fallait remplacer toute la batterie si jamais il y avait un défaut. Désormais, on a des batteries par différentes pièces et différents composants, donc on peut remplacer juste un composant sans remplacer toute la batterie. Et à l'évidence, c'est aussi une des raisons qui freinent le développement du marché de la voiture électrique, c'est que les progrès technologiques sont tellement rapides que les gens se disent « Oh, je ne vais pas l'acheter maintenant, je vais attendre 3 mois, je vais attendre 6 mois, que les nouvelles batteries soient arrivées et qu'elles soient plus performantes. » Un grand merci à toi, François. Merci beaucoup. Merci François Gemelle. Merci 1000 fois.